Plusieurs personnes dignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l'école dans la ville d'Issoire, en Auvergne, ville fameuse dans tout l'univers par son collège et par ses chaudrons. Jeannot était fils d'un marchand de mulets très renommé. Et Colin devait le jour à un brave laboureur des environs qui cultivait la terre avec 4 mulets et qui, après avoir payé la taille, le taillon, les aides et gabelles, le sou pour livre, la capitation et les vingtièmes, ne se trouvait pas puissamment riche au bout de l'année. Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats. Ils s'aimaient beaucoup et ils avaient ensemble de petites familiarités dont on se souvient toujours avec plaisir quand on se rencontre ensuite dans le monde. Le temps de leurs études était sur le point de finir quand un tailleur apporta à Jeannot un habit de velours à 3 couleurs avec une veste de lion de fort bon goût. Le tout était accompagné d'une lettre à monsieur de la Janotière. Colin admira l'habit et ne fut point jaloux. Mais Jeannot prit un air de supériorité qui affligea Colin. Dès ce moment, Jeannot n'étudia plus, se regarda au miroir et méprisa tout le monde. Quelque temps après, un valet de chambre arrive en poste et apporte une seconde lettre à monsieur le marquis de la Janotière. C'était un ordre de monsieur son père de faire venir monsieur son fils à Paris. Jeannot monta en chaise en tendant la main à Colin avec un sourire de protection assez noble. Colin sentit qu'il n'était rien et pleura. Jeannot partit dans toute la pompe de sa gloire. Les lecteurs qui aiment à s'instruire doivent savoir que monsieur Jeannot le père avait acquis assez rapidement des biens immenses dans les affaires. Vous demandez comment on fait ces grandes fortunes? C'est parce qu'on est heureux. Monsieur Jeannot était bien fait, sa femme aussi, et elle avait encore de la fraîcheur. Ils allèrent à Paris pour un procès qui les ruinait. Lorsque le hasard, qui élève et qui abaisse les hommes à son gré, les présenta à la femme d'un entrepreneur des hôpitaux des armées, homme d'un grand talent, et qui pouvait se vanter d'avoir tué plus de soldats en un an que le canon n'en fait périr en 10. Jeannot plut à madame. La femme de Jeannot plut à monsieur. Jeannot fut bientôt de part dans l'entreprise, et il entra dans d'autres affaires. Dès qu'on est dans le fil de l'eau, il n'y a qu'à se laisser aller. On fait sans peine une fortune immense. Les gredins qui du rivage nous regardaient voguer à pleine voile ouvrent des yeux étonnés. Ils ne savent comment vous avez pu parvenir. Ils vous envient au hasard et font contre vous des brochures que vous ne lisez point. C'est ce qui arriva à Jeannot le père, qui fut bientôt monsieur de la Janotière, et qui, ayant acheté un marquisat au bout de 6 mois, retira de l'école monsieur le marquis son fils pour le mettre à Paris dans le beau monde. Colin, toujours tendre, écrivit une lettre de compliment à son ancien camarade. Le petit marquis ne lui fit point de réponse. Colin en fut malade de douleur. Le père et la mère donnèrent d'abord un gouverneur au jeune marquis. Ce gouverneur, qui était un homme de bel air et qui ne savait rien, ne put rien enseigner à son pupille. Monsieur voulait que son fils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors par des ouvrages agréables. Il fut prié à dîner. Le maître de la maison commença par lui dire d'abord « Monsieur, comme vous savez le latin et que vous êtes un homme de la cour, moi, monsieur, du latin, je n'en sais pas un mot, répondit le bel esprit.
Eh bien, m'en a pris. Il est clair qu'on parle beaucoup mieux sa langue quand on ne partage pas son usage entre elle et les langues étrangères. Voyez toutes nos dames, elles ont l'esprit plus agréable que les hommes. Leurs lettres sont écrites avec 100 fois plus de grâce. Elles n'ont sur nous cette supériorité parce qu'elles ne savent pas le latin. Eh bien, n'avais-je pas raison dit madame. Je veux que mon fils soit un homme d'esprit, qu'il réussisse dans le monde. Et vous voyez bien que s'il savait le latin, il serait perdu. Joue-t-on, s'il vous plaît, la comédie et l'opéra en latin? Plaide-t-on en latin quand on a un procès? Courtise-t-on en latin? Monsieur, ébloui de ces raisons, convint qu'il avait tort. Et il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait point son temps à connaître Cicéron, Horace et Virgile. Mais qu'apprendra-t-il donc? Car encore faut-il qu'il sache quelque chose. Ne pourrait-on pas lui montrer un peu de géographie? À quoi cela lui servira-t-il? Répondit le gouverneur. Quand monsieur le marquis ira dans ces terres, les postillons ne sauront-ils pas les chemins? Ils ne les gareront certainement pas. On va très commodément de Paris en Auvergne, sans qu'il soit besoin de savoir sous quelle latitude on se trouve. Vous avez raison, répliqua le père. Mais j'ai entendu parler d'une belle science qu'on appelle, je crois, l'astronomie. Quelle pitié, repartit le gouverneur. Se conduit-on par les astres dans ce monde? Et faudra-t-il que monsieur le marquis se tue à calculer une éclipse, quand il la trouve à point nommé dans l'almanach? Qui lui enseigne de plus les fêtes mobiles, l'âge de la lune et celui de toutes les princesses de l'Europe? Madame fut entièrement de l'avis du gouverneur. Le petit marquis était au comble de la joie. Le père était indécis. Que faudrait-il donc apprendre à mon fils? Disait-il. À être aimable, répondit l'ami que l'on consultait. Et s'il sait les moyens de plaire, il saura tout. C'est un art qu'il apprendra chez madame sa mère, sans que ni l'un ni l'autre se donne la moindre peine. Madame, à ce discours, embrassa le gracieux ignorant et lui dit: On voit bien, monsieur, que vous êtes l'homme du monde le plus savant. Mon fils vous donnera toute son éducation. Je m'imagine pourtant qu'il ne serait pas mal qu'il sût un peu d'histoire. Hélas, madame, à quoi cela est-il bon? Répondit-il. Il n'y a certainement d'agréable et d'utile que l'histoire du jour. Toutes les histoires anciennes, comme le disait un de nos beaux esprits, ne sont que des fables convenues, et pour les modernes, c'est un chaos qu'on ne peut débrouiller. Qu'importe à monsieur votre fils que Charlemagne ait institué les 12 pairs de France, et que son successeur ait été bègue? Rien n'est mieux dit, s'écria le gouverneur. On étouffe l'esprit des enfants sous un amas de connaissances inutiles. Mais de toutes les sciences, la plus absurde, à mon avis, est celle qui est la plus capable d'étouffer toute espèce de génie, c'est la géométrie. Cette science ridicule a pour objet des surfaces, des lignes, des points qui n'existent pas dans la nature. On fait passer en esprit 100 000 lignes courbes entre un cercle et une ligne droite qui le touche, quoique dans la réalité on n'y puisse pas passer un fétu. La géométrie, en vérité, n'est qu'une mauvaise plaisanterie. Monsieur et madame n'entendaient pas trop ce que le gouverneur voulait dire, mais ils furent entièrement de son avis. Un seigneur comme monsieur le marquis, continua-t-il, ne doit pas se dessécher le cerveau dans ses vaines études. Si un jour il a besoin d'un géomètre sublime pour lever le plan de ses terres,
il les fera arpenter avec son argent. S'il veut débrouiller l'antiquité de sa noblesse qui remonte aux temps les plus reculés, il enverra chercher un bénédictin. Il en est de même de tous les arts. Un jeune seigneur, heureusement né, n'est ni peintre, ni musicien, ni architecte, ni sculpteur. Mais il fait fleurir tous ces arts en les encourageant par sa générosité. Il vaut sans doute mieux les protéger que de les exercer. Il suffit que monsieur le marquis ait du goût. C'est aux artistes à travailler pour lui. Et c'est en quoi on a très grande raison de dire que les gens de qualité, j'entends ceux qui sont très riches, savent tout sans avoir rien appris. Parce qu'en effet, ils savent à la longue juger de toutes les choses qu'ils commandent et qu'ils payent. L'aimable ignorant prit alors la parole et dit « Vous avez très bien remarqué, madame, que la grande fin de l'homme est de réussir dans la société. De bonne foi, est-ce par les sciences qu'on obtient ce succès? Sait-on jamais avisé dans la bonne compagnie de parler de géométrie? Demande-t-on jamais à un honnête homme quel astre se lève aujourd'hui avec le soleil? S'informe-t-on à souper si Clodion le chevelu passa le Rhin? Non, sans doute, s'écria la marquise de la Janotière, que ses charmes avaient introduite quelquefois dans le beau monde. Mais enfin, que lui apprendra-t-on? Car il est bon qu'un jeune seigneur puisse briller dans l'occasion, comme dit monsieur mon mari. Je me souviens d'avoir ouï dire à un abbé que la plus agréable des sciences était une chose dont j'ai oublié le nom, mais qui commence par un B. Par un B, madame? Ne serait-ce point la botanique? Non, ce n'est point de botanique qu'il me parlait. Elle commençait, vous dis-je, par un B et finissait par un on. Ah, j'entends, madame, c'est le blason. C'est à la vérité une science fort profonde, mais elle n'est plus à la mode depuis qu'on a perdu l'habitude de faire peindre ses armes aux portières de son carrosse. D'ailleurs, cette étude serait infinie. Il n'y a point aujourd'hui de barbier qui n'ait ses armoiries, et vous savez que tout ce qui devient commun est peu fêté. Enfin, après avoir examiné le fort et le faible des sciences, il fut décidé que monsieur le marquis apprendrait à danser. La nature, qui fait tout, lui donna un talent qui se développa bientôt avec un succès prodigieux, c'était de chanter agréablement des vaudevilles. Les grâces de la jeunesse, jointes à ce don supérieur, le firent regarder comme le jeune homme de la plus grande espérance. Il fut aimé des femmes, et ayant la tête toute pleine de chansons, il en fit pour ses maîtresses. Il pillait Bacchus et l'amour dans un vaudeville, la nuit et le jour dans un autre, les charmes et les alarmes dans un troisième. Mais comme il avait toujours dans ses vers quelques pieds de plus ou de moins qu'il ne fallait, il les faisait corriger moyennant 20 louis par chanson. Et il fut mis dans l'année littéraire au rang des Lafare, des Chaulieu, des Sarrazin, des Volture, des Hamilton. Madame la marquise crut alors être la mère d'un bel esprit, et donna à souper aux beaux esprits de Paris. La tête du jeune homme fut bientôt renversée. Il acquit l'art de parler sans s'entendre, et se perfectionna dans l'habitude de n'être propre à rien. Quand son père le vit si éloquent, il regretta vivement de ne pas lui avoir fait apprendre le latin, car il lui aurait acheté une grande charge dans la justice. La mère, qui avait des sentiments plus nobles, se chargea de solliciter un régiment pour son fils, et en attendant, il courtisa beaucoup les femmes. L'amour est quelquefois plus cher qu'un régiment. Il dépensa beaucoup,
pendant que ses parents s'épuisaient encore davantage à vivre en grand seigneur. Une jeune veuve de qualité, leur voisine, qui n'avait qu'une fortune médiocre, voulut bien se résoudre à mettre en sûreté les grands biens de monsieur et de madame de la Janotière en se les appropriant en épousant le jeune marquis. Elle l'attira chez elle, se laissa aimer, lui fit entrevoir qu'il ne lui était pas indifférent, le conduisit par degrés, l'enchanta, le subjugua sans peine. Elle lui donnait tantôt des éloges, tantôt des conseils. Elle devint la meilleure amie du père et de la mère. Une vieille voisine proposa le mariage. Les parents, éblouis de la splendeur de cette alliance, acceptèrent avec joie la proposition. Ils donnèrent leur fils unique à leur ami intime. Le jeune marquis allait épouser une femme qu'il adorait et dont il était aimé. Les amis de la maison le félicitaient. On allait rédiger les articles en travaillant aux habits de noces. Il était, un matin, aux genoux de la charmante épouse que l'amour, l'estime et l'amitié allaient lui donner. Ils goûtaient, dans une conversation tendre et animée, les prémices de leur bonheur. Ils s'arrangeaient pour mener une vie délicieuse. Lorsqu'un valet de chambre de madame la mère arriva, tout affolé. « Voilà bien d'autres nouvelles, dit-il. Les huissiers déménagent la maison de monsieur et de madame. Tout est saisi par les créanciers. On parle d'arrestation et je vais faire diligence pour être payé de mes gages. » « Voyons un peu, dit le marquis, ce que c'est que ça, ce que c'est que cette aventure-là. Oui, dit la veuve, allez punir ces coquins-là, allez vite. Il y courut, il arrive à la maison. Son père était emprisonné. Tous les domestiques avaient fui chacun de leur côté, en emportant tout ce qu'ils avaient pu. Sa mère était seule, sans secours, sans consolation, noyée dans les larmes. Il ne lui restait rien que le souvenir de sa fortune, de sa beauté, de ses fautes et de ses folles dépenses. Après que le fils eut longtemps pleuré avec la mère, il lui dit enfin « Ne nous désespérons pas, cette jeune veuve m'aime éperdument. Elle est plus généreuse encore que riche. Je réponds d'elle, je vole à elle et je vais vous l'amener. » Il retourne donc chez sa maîtresse. Il la trouve en tête-à-tête avec un jeune officier fort aimable. « Quoi, c'est vous, monsieur de la Janotière? Que venez-vous faire ici? Abandonne-t-on ainsi sa mère? Allez chez cette pauvre femme et dites-lui que je lui veux toujours du bien. J'ai besoin d'une femme de chambre et je lui donnerai la préférence. » « Mon garçon, tu me parais assez bien tourné, lui dit l'officier. Si tu veux entrer dans ma compagnie, je te donnerai un bon engagement. » Le marquis, stupéfait, la rage dans le cœur, alla chercher son ancien gouverneur, déposa ses douleurs dans son sein et lui demanda des conseils. Celui-ci lui proposa de se faire comme lui gouverneur d'enfants. « Hélas, je ne sais rien, vous ne m'avez rien appris, et vous êtes la première cause de mon malheur. » Et il sanglotait en lui parlant ainsi. « Faites des romans, lui dit un bel esprit qui était là. C'est une excellente ressource à Paris. » Le jeune homme, plus désespéré que jamais, courut chez le confesseur de sa mère. C'était un religieux de grande réputation qui ne dirigeait que les femmes de la première considération. Dès qu'il le vit, il se précipita vers lui. « Eh, mon Dieu, monsieur le marquis, où est votre carrosse? Comment se porte la respectable madame la marquise, votre mère ?» Le pauvre malheureux lui conta le désastre de sa famille. À mesure qu'il s'expliquait,
Le religieux prenait une mine plus grave, plus indifférente, plus imposante. Mon fils, voilà où Dieu vous voulait. Les richesses ne servent qu'à corrompre le cœur. Dieu a donc fait la grâce à votre mère de la réduire à la mendicité? Oui, monsieur, tant mieux, elle est sûre de son salut. Mais mon père, en attendant, n'y aurait-il pas moyen d'obtenir quelque secours dans ce monde? Adieu, mon fils, il y a une dame de la cour qui m'attend. Le marquis fut prêt à s'évanouir. Il fut traité à peu près de même par ses amis, et apprit mieux à connaître le monde dans une demi-journée que dans tout le reste de sa vie. Comme il était plongé dans l'accablement du désespoir, il vit avancer une chaise roulante à l'antique, espèce de tombereau ouvert accompagné de rideaux de cuir, suivi de 4 charrettes énormes toutes chargées. Il y avait dans la chaise un jeune homme grossièrement vêtu. C'était un visage rond et frais qui respirait la douceur et la gaieté. Sa petite femme brune et assez grossièrement agréable était cahotée à côté de lui. La voiture n'allait pas comme le char d'un petit maître. Le voyageur eut tout le temps de contempler le marquis, immobile, abîmé dans sa douleur. « Eh mon Dieu !» s'écria-t-il, « je crois que c'est là Jeannot !» À ce mot, le marquis lève les yeux, la voiture s'arrête. « C'est Jeannot lui-même, c'est Jeannot !» Le petit homme rebondit, ne fait qu'un saut et court embrasser son ancien camarade. Jeannot reconnut Colin. La honte et les pleurs couvrirent son visage. « Tu m'as abandonné, dit Colin, mais tu as beau être grand seigneur, je t'aimerai toujours. » Jeannot, confus et attendri, lui conta en sanglotant une partie de son histoire. « Viens dans l'hôtellerie où je loge me conter le reste, lui dit Colin. Embrasse ma petite femme et allons dîner ensemble. Ils vont tous les trois à pied, suivis du bagage. Qu'est-ce donc que tout cet attirail vous appartient-il? Oui, tout est à moi et à ma femme. Nous arrivons du pays. Je suis à la tête d'une bonne manufacture de fer étamé et de cuivre. J'ai épousé la fille d'un riche négociant en ustensiles nécessaires aux grands et aux petits. Nous travaillons beaucoup. Dieu nous bénit. Nous n'avons point changé d'état. Nous sommes heureux. Nous aiderons notre ami Jeannot. Ne sois plus marquis. Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Tu reviendras avec moi au pays. Je t'apprendrai le métier. Il n'est pas bien difficile. Je t'associerai à moi et nous vivrons gaiement dans le coin de terre où nous sommes nés. Jeannot, éperdu, se sentait partagé entre la douleur et la joie, la tendresse et la honte. Et il se disait tout bas: tous mes amis du bel air m'ont trahi. Et Colin, que j'ai méprisé, vient seul à mon secours. Quelle instruction! La bonté d'âme de Colin développa dans le cœur de Jeannot le germe du bon naturel que le monde n'avait pas encore étouffé. Il sentit qu'il ne pouvait abandonner son père et sa mère. « Nous aurons soin de ta mère, dit Colin. Et quant à ton bonhomme de père qui est en prison, j'entends un peu des affaires. Ses créanciers, voyant qu'il n'a plus rien, s'accommoderont pour peu de choses. Je me charge de tout. » Colin fit tant qu'il tira le père de prison. Jeannot retourna dans sa patrie avec ses parents, qui reprirent leur première profession. Il épousa une sœur de Colin, laquelle, étant de même humeur que le frère, le rendit très heureux. Et Jeannot le père, et Jeannotte la mère, et Jeannot le fils, virent que le bonheur
n'est pas dans la vanité.